Alors, Denise, qui a toujours accompagné nos démarches depuis des années et qui a toujours été là, et avec qui nous avons connu tellement d'aventures. Je crois qu'on a à peu près tout fait avec Denise, sauf se marier ensemble. Mais sinon, on a connu beaucoup de choses. Alors, voilà, si tu veux dire un petit mot. Mais moi, simplement, j'ai envie de revenir aux fondamentaux des choses. Et je suis très heureuse ce soir qu'à Sauveterre, chef-lieu de canton, eh bien, on accueille ce soir deux amis, et j'accueille deux amis, Jean Lassalle et Barthélémy Aguerre. Et Jeannot Labour l'a un peu dit qu'il était très heureux que Jean, tu aies choisi Barthélémy Aguerre comme suppléant, moi également. Vous êtes tous les deux des hommes de qualité et vous constituez un très bon tandem. Donc je veux le dire. Et moi, après avoir excusé l'absence de Jacques Pédohonta, Jean, Jacques, je lui ai téléphoné cet après-midi, il ne pouvait pas, il avait un empêchement pour venir ce soir et je voulais te le dire, il m'a demandé de l'excuser d'une manière très officielle. Donc moi je t'apporte et je vous apporte à tous les deux mon soutien dans cette campagne, très simplement parce que je veux soutenir l'homme d'engagement que tu es, Jean, et qu'est Barthélémy. Je crois que vous nous avez démontré au fil des années ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Et Jean, l'homme d'engagement qui nous a démontré ce qu'il pouvait faire pour nos communes d'abord, et j'insiste bien là-dessus parce que pour les communes du canton de Sauveterre, puisque je connais bien le canton de Sauveterre, eh bien, tu as toujours été présent lorsque nous avons eu besoin de toi. Tu nous as montré aussi que tu es un homme d'engagement parce que tu as été capable d'aller jusqu'au bout de tes forces pour défendre la survie d'une entreprise sur ton territoire. Ça aurait pu se passer sur notre territoire aussi. Nous sommes sur un territoire qui, certes, a beaucoup souffert du départ de nombreuses entreprises. Donc, moi, je comprends l'engagement de l'élu, je veux le saluer, cet engagement, et puis je veux saluer aussi l'humaniste que tu es et les valeurs, Jean, que tu colportes, non seulement dans notre département, dans notre circonscription, mais également, tu as su nous le démontrer, dans toute la France. Alors, un mot sur l'avenir. Oui, nous comptons beaucoup sur ta réélection, Jean, et nous en avons besoin. Notre territoire a besoin de ta réélection. Des textes viendront en discussion à l'Assemblée, et certainement tu vas nous en parler, mais nous avons des grands défis à relever. Notre monde rural a de grands défis à relever. Je veux parler de la réforme territoriale. Ça n'est qu'un exemple. Je suis très inquiète de ce que j'entends actuellement au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, et nous aurons dans les jours à venir un débat très fort sur les aides que peut apporter le Conseil général aux différents territoires du département. On commence à nous parler des pôles de centralité. Nous devrons être très vigilants pour que les chefs-lieux de canton puissent être des pôles de centralité. Et je te dis ça, Jean, parce que dans la discussion que vous aurez au Parlement et qui conditionnera la survie et la vie des petits territoires comme le nôtre, il faut que vous intégriez, il faut que tu intègres cela. Je crois que dans une société qui aura de plus en plus de difficultés, je suis persuadée que notre société va se précariser. Nous le voyons autour de nous, hein, que l'on soit dans les toutes petites communes ou que l'on soit dans le chef-lieu de canton, notre société se précarise de plus en plus. Je reste persuadée que la proximité des élus sera demain un élément important d'une réponse sociale qu'il nous faudra apporter à nos administrés. C'est pour cette raison que je soutiens ta candidature et celle de Barthélémy Aguerre. Pardon d'avoir été un petit peu longue, mais je crois qu'il faut qu'on voit demain l'avenir et les grandes problématiques qui nous attendent et qui attendent nos petits territoires. Merci. Très bien, Denise. Ça a été très bon, très bien. Alors, voilà. Barthélémy Aguerre, je pense que le mieux c'est que tu te présentes, je dirai un mot de toi après. J'ai surtout un parcours
professionnelle intense, puisque j'étais, dans mon jeune âge, j'ai travaillé à la Chambre d'agriculture, et puis mon père m'a demandé, parce qu'il avait eu un petit problème cardiaque, il m'a demandé si je voulais reprendre l'exploitation familiale, qui avait 25 hectares à l'époque, à Lux-Sommerotte, ce qui m'a amené à m'occuper de l'Ourberry, de la coopérative l'Ourberry. Et à la coopérative l'Ourberry, j'ai pris très rapidement des responsabilités, puisque l'Ourberry s'orientait des productions végétales vers les productions animales, et on m'avait chargé de développer les productions animales. Je me suis occupé de salaison pendant quelques années, et puis j'ai développé un outil d'abattage, de coupe et de distribution de viande, toutes catégories, bovin, porc et ovin. Et donc aujourd'hui, je suis directeur général d'un groupe qui s'appelle Arcadie, qui vient de racheter la société Spanghero à Castelnaudary et qui emploie 1600 personnes. Donc le groupe Arcadie abat, découpe et commercialise de la viande. Le groupe Spanghero transforme la viande, mais aussi fait un peu de cassoulet. Dans le cassoulet, il y a un peu de haricot. Transforme la viande soit en produit en plat préparé, en produit cuit, soit en produit élaboré de viande fraîche. J'ai 4 enfants, j'ai 2 filles qui sont plutôt dans le domaine de la santé, et j'ai le 4e qui est un garçon qui, je pense, a envie de rejoindre son frère puisqu'il fait l'école d'agriculture à Toulouse. Donc je vais avoir 2 fils installés en agriculture à une époque où on parle beaucoup de reprise d'exploitation et de maintien des jeunes agriculteurs sur le territoire. Je suis assez fier de parler de quelque chose que je pratique ou que je connais bien, parce que la plupart de ceux qui en parlent, ils ne le pratiquent pas chez eux. Bon, voilà en quelques mots ma situation. Bon, cet ensemble d'activités m'a permis au fil des années, puisque j'ai 57 ans comme Jean, donc je ne suis pas un perdreau de l'année, m'a permis d'avoir une certaine expérience en matière d'agriculture et de développement économique. Je dirais quelque part que c'est mon dada. Alors de temps en temps je prends quelques revers, parce qu'ils me disent que j'ai oublié un peu la base et le terrain, que je suis devenu un affreux capitaliste. C'est pas du tout vrai. Je n'ai pas tellement d'enrichissement personnel, parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la collectivité, c'est-à-dire pour la coopération. Et la coopération, c'est la propriété d'un grand nombre d'agriculteurs, même s'ils n'en ont pas les dividendes dans l'immédiat, ils restent propriétaires de l'outil. Plus il est beau, plus ils sont riches collectivement. Donc je suis un peu dans cette optique. Voilà, donc Jean Lassalle m'a demandé il y a quelque temps d'être son suppléant. Avant de lui dire oui, j'ai pris un peu de temps. Et puis honnêtement, je voulais voir aussi quelle serait l'issue de l'élection présidentielle. Et parce que, en matière de politique, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai repris l'exploitation agricole de mon père. J'ai repris aussi sa ligne politique, puisqu'il était démocrate et chrétien, et il était derrière Ericard, que vous avez connu ici à l'époque, et donc j'ai pris aussi la suite dans ses idées. En 2007, quand le MODEM s'est constitué, je n'ai pas adhéré au MODEM, parce que je ne m'y suis pas retrouvé. Je ne me suis pas retrouvé au MODEM. Je trouvais que le MODEM était trop indécis sur... même si l'idée était de faire un parti indépendant, était trop indécis sur ses orientations, parce qu'on prenait des gens de la droite jusqu'à la gauche, et bon, je ne le sentais pas. Voilà, donc j'ai pas l'habitude de faire des choses que je ne sens pas. Donc je suis pas allé à l'UMP pour autant, ni au Parti Socialiste pour autant. Je suis resté sans étiquette depuis 2007. J'ai adhéré au groupe Force 64 du Conseil Général, et derrière Jean-Jacques Lasserre, Jean Lassalle, Denise Sempé, je fonctionne en parfaite bonne humeur et sans état d'âme dans ce groupe Force 64. Pour moi, l'orientation à gauche de mon partenaire m'aurait gêné, et je ne l'aurais pas suivi. Mais quelle surprise quand j'ai vu quand même François Bayrou dire que personnellement il allait voter
François Hollande, moi cela m'a surpris. Je sais que les avis sont partagés, je respecte tous ces avis-là. Moi, ce n'était pas mon point de vue. Et j'ai demandé à Jean Lassalle quel était son point de vue. Il m'a dit qu'il se désolidarisait de François Bayrou pour la durée de cette élection et que, de toute façon, il n'adhérerait pas au Parti socialiste, qui resterait indépendant. Alors, ça m'a convenu, mais en fait, j'avais déjà avancé dans mon cheminement et j'avais déjà presque pris l'idée. Il aurait fallu que vraiment ça soit une orientation très à gauche pour que je n'aille pas avec Jean Lassalle. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu que la circonscription était à 60% rose, j'ai considéré qu'elle était en danger. Pas par le fait qu'elle devienne rose, mais par le fait que le représentant du parti rose était François Maïtia. François Maïtia, je le connais depuis très longtemps, c'est un très brave garçon que j'aime bien pour boire un coup et raconter des histoires. Et il est mon adjoint au syndicat de Basse-Navarre que je préside. Mais je trouve que dans cette circonscription, où il faut maintenir l'économie existante déjà, François Maïtia n'a pas de savoir-faire, que le seul qui a le savoir-faire aujourd'hui dans ceux qui sont capables de la gagner, parce qu'il n'y a pas, sur les 13 candidats, il n'y en a pas 4 qui sont capables de la gagner. Ça va être soit François Maïtia parce que la vague est là, pas parce qu'il est compétent, mais parce que la vague est là, soit Jean Lassalle. Donc, moi je considère qu'il est très important et absolument nécessaire de faire passer Jean Lassalle aujourd'hui, parce qu'il a montré, comme le disait Denise tout à l'heure, il a montré qu'il était l'homme de la situation dans un canton rural comme celui-là. Parce qu'on ne parle plus beaucoup des agriculteurs, il n'y en a que 3%, on ne parle plus des zones rurales parce qu'il n'y a plus que 15% qui y habitent, le reste habite en ville. Et le seul que j'ai entendu parler haut et fort et sans complexe de ces territoires-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est Jean Lassalle, jusqu'à donner de sa personne, comme on l'a dit tout à l'heure, donner de sa personne presque jusqu'au bout. Donc il faut être reconnaissant de ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, des députés des zones rurales, il y en a, mais quand ils sont une fois, avant d'être élus, ils sont très proches des gens, mais une fois élus, ils deviennent bling-bling parisiens. Hein. Et ça n'a pas été le cas de Jean Lassalle. Donc c'est un mérite que je lui reconnais, et je souhaite donc qu'il soit réélu, et je considère que c'est celui qui nous représentera le mieux à l'Assemblée nationale. Je pense que sur ce territoire, il faut faire beaucoup d'efforts pour maintenir l'activité économique et la développer. Que ce soit en matière d'accompagnement agricole, c'est-à-dire par l'agroalimentaire, que ce soit la filière longue, en prenant des abattoirs ou des salles de découpe, comme j'ai pris ça à Bayonne ou à Saint-Palais, un atelier de découpe, mais aussi dans la filière courte. Et si on me reproche mon côté industriel, marchand de mauvaise viande, je leur répondrai que je suis aussi très soucieux du maintien de l'agriculture en montagne. Et c'est la même chose pour les entreprises autres. Pour les entreprises autres que agroalimentaires. Moi, je crois qu'on arrivera à sauver le pays, le plus qu'on apportera, c'est par l'agroalimentaire. Mais il y a aussi d'autres opportunités qu'il faut prendre. Il y a de temps en temps des entreprises qui cherchent à se refaire sur le bâtiment, sur le béton, sur les produits de charpente, tout ça. Je pense qu'il faut être là à l'écoute, et quand il y a un projet qui pointe, il faut absolument le prendre en main et lui proposer quelque chose. Et je considère que voilà, dans l'équipe des 13 en place, le meilleur c'est Jean Lassalle, c'est pour ça que j'y suis. Merci de m'avoir écouté. Alors, tous les ténors et les moins ténors, et puis sur le plan politique, même sur le plan associatif, tous ceux qui comptaient au Pays Basque m'ont dit, écoute, ils voyaient aussi d'une certaine manière la difficulté, ils ne savaient pas au juste pourquoi, mais il faut que ce soit Barthélemy, Lémy, comme on dit au Pays Basque, parce qu'il a aujourd'hui une très grande crédibilité, son parcours sans histoire sur le plan politique, sa réussite avec l'équipe qu'ils ont su créer, notamment avec le maire de Saint-Palais et le président de la communauté de communes, sa réussite au niveau du Conseil général
entre nous, soit dit, Denise en disait un mot tout à l'heure, mais je pense qu'on nous regrettera quand même assez vite au Conseil général. Tu disais tout à l'heure qu'on allait avoir des discussions, mais je pense que pour certains, on nous regrette déjà. Et la réussite qu'il a eue, notamment sur le plan des routes, comme Denise l'a eu sur les très importantes compétences qui ont été les siennes, c'est quand même occuper du personnel, à un moment donné, c'est vraiment une poudrière absolument incroyable. Les compétences qu'elle a, vous les connaissez maintenant, ça a été des compétences très fines, mais nous, on n'a jamais fait des choix qui soient dictés par des arrière-pensées partisanes. Voilà. On n'a jamais, moi j'ai jamais demandé à quelqu'un qu'est-ce qu'il votait et s'il n'avait pas donné une carte d'électeur, si je lui rendais un service. Jamais. Et je ne le ferai jamais. Et je sais que c'est ce qui nous caractérise, au moins les 4 qui sommes ici, à cette table, et je pense que c'est ce qui vous caractérise aussi, puisque le hasard fait que ce soir nous sommes entre amis, on peut le dire. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans tous les états-majors, et au contraire, c'est même le contraire qui se passe, et c'est un peu malheureux. Parce que les mandats ne nous appartiennent pas, les mandats, on les a, parce que vous nous les avez confiés. On les a voulus par-dessus tout, parce que sinon, il faut en vouloir pour être élu. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas dessus. Mais après, si on veut faire du négoce, si on veut faire de la lutte d'influence, etc., il y a d'autres métiers aujourd'hui. On peut être lobbyiste, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas le faire dans la politique. Voilà. Donc, il y avait la réussite politique de Barthélemy, et puis ensuite, il y avait ce qui est très rare aujourd'hui, ça existait auparavant, mais c'est de trouver des hommes qui fassent de la politique et qui n'en soient pas dépendants. Bon, ce qui était avant ne pourrait pas durer, on comprend bien, on avait un ministre qui partait en tôle tous les mois, ça ne pourrait pas durer, donc Bérégovoy d'abord, ensuite Balladur, et enfin Jospin, ont mis un cadre strict qui fait qu'on est maintenant encadré tant au niveau des campagnes électorales que du financement des partis. Et c'est essentiellement assuré par les électeurs et par l'État. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des points qui sont un petit peu discutables, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de partis qui se présentent. Ils ne se présentent pas forcément sur de grandes idéologies, mais ils se présentent parce que chaque fois qu'ils reçoivent un bulletin, il y a le petit tiroir caisse qui rapporte quelque chose au parti. Voilà. Donc, beaucoup se font une petite cagnotte avec ça. Moi, en tant que député, je rapporte 40 000 € par an à mon parti. Mais vous imaginez un parti qui a 350 députés, 350 fois 40, ça fait quand même un petit avoir. Et si on compte les sénateurs, ça fait aussi un petit peu d'argent. Les maires des villes de plus de 50 000 habitants, de 100 000 habitants, de 250 habitants, tout ça fait rentrer de l'argent qui est payé par l'État. Alors ce qui fait que, bien sûr, les partis, et surtout les 2 partis dominants, le PS et l'UMP, ont aujourd'hui une force de frappe qu'aucun autre parti n'a. Et il faut dire les choses comme ça, c'est comme ça, et pas autrement. Mais le problème, après tout, pourquoi pas? Mais ça a complètement stérilisé, d'une certaine manière, la vie politique en France, et notamment au Parlement, puisqu'on est sur des élections législatives, et qu'on a connu il y a peu des élections sénatoriales. Et le Parlement, c'est le lieu où on parle. C'est vieux comme le monde, c'est vieux comme la démocratie. C'est tout simplement, on parle, on échange. On n'est pas là pour voter des votes secs, 350 pour, parce que c'est le côté du président ou du Premier ministre, et 250 contre, parce que c'est l'opposition. Or, malheureusement, sur tous les votes de grande importance, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est malheureusement un désastre pour un pays qui aime autant l'action publique, l'action politique que la France, qui ne s'y reconnaît pas. Et d'ailleurs, elle a perdu beaucoup de confiance dans ses élites, et en particulier dans ses élus politiques. Voilà, ceci ne veut pas dire pour autant que j'ai eu une mauvaise relation avec le président. Je suis le seul président je suis le seul député qui l'ait fait taire, il n'y a pas un autre, il y a moi. Je l'ai fait taire avec mon fameux chant, parce que j'étais contrarié, parce que j'avais beaucoup risqué
sur l'aménagement du tunnel du Somport, vous vous en souvenez. J'avais eu aussi beaucoup de contreparties de l'État et je n'en ai reçu aucune. Et Sarkozy m'avait promis de me rattraper ça. Il ne l'a pas fait. Et en plus, il m'a un petit peu oublié. Et un jour, bon, je lui ai dit, tu ne veux pas m'entendre, tu m'écouteras. Un jour, tu seras obligé. C'est ce qui s'est passé. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Comment il s'appelle, lui? Aqueros montaños. Bon, depuis, il m'a soigné. Bon, j'ai eu droit à un certain nombre de représailles, contrôle fiscal, chambre régionale des comptes, etc. Mais après, on a été réconciliés et ma foi, je n'ai pas eu à me plaindre de Sarkozy. Si ce n'est que chaque fois qu'il me voyait, il voulait me faire ministre, et pas un ministère, comme on dit parfois, avec un brin d'ironie, en parlant de Jean Lassalle, pas un ministère, un sous-secrétariat d'État à la montagne, ni un sous-secrétariat d'État au chaud-farci, comme il disait lui-même, mais il voulait me confier le ministère de la guerre, le ministère des armées. Il ne pouvait pas souffrir mon rein, il avait des projets, il me disait, il faut que tu prennes ça, je ne comprends pas que tu le prennes. Et d'ailleurs, il a quitté Paris, enfin, je veux dire l'Élysée, sans comprendre qu'il y ait un type qui lui ait dit non sur le ministère. Il m'a dit, ils rampent tous, ils se mettraient tous à genoux, ils sont prêts à vendre père et mère pour y arriver. Moi, je te file un très gros ministère et tu ne le veux pas. Parce qu'il avait son franc-parler, c'était comme ça. Et puis moi, j'avais réfléchi, je me suis dit, je me souviens quand Bayrou était ministre, nous nous en souvenons tous, quand il y a un ministre dans le département, il faut qu'il arrose, il faut qu'il ait les moyens, parce que nous, on se souvient des démarches qu'il fallait faire auprès de Bayrou, c'était pas toujours facile, il en a quand même tenu beaucoup, il a fait beaucoup de choses, bon, lui c'était avec les écoles, mais il pouvait aussi d'autres choses, et moi je me suis dit, je ne suis pas issu de cette écurie, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je serais seulement capable de régler mes propres problèmes, Dieu sait s'ils sont importants? Parce que je voyais aussi beaucoup de ministres qui étaient au gouvernement et qui n'étaient pas capables de régler les histoires qu'ils avaient chez eux. Alors je me suis dit, si je suis un ministre avec un rang aussi important, et si je ne règle pas les problèmes que j'ai, alors on dira que je me suis vendu pour un plat de lentilles, qu'on m'a pris pour m'enlever à Bayrou, ça créera une zizanie épouvantable. Donc j'ai dit à Sarko, écoute, je préfère être copain avec toi et qu'on en reste là. Et je n'ai pas dû me plaindre parce qu'il m'a donné beaucoup de moyens. Et puis j'avais appris d'un Chospé que la meilleure façon de récupérer, c'était d'aller faire un tour à la commission des finances, où j'ai été pendant 3 ans. Parce que dans toutes les commissions des finances, c'est pareil, on voit un petit peu tout. Et il y a, en fin d'année, des comptes qui ne sont pas tout à fait, même si c'est difficile, qui ne sont pas tout à fait clos. Mais au fond, personne n'y fait attention, ou pas trop. Et j'avais appris ça, non seulement d'un Chospé, mais aussi de Labarère, parce que le hasard a voulu que je sois très proche de Labarère depuis qu'on s'est connus vraiment, jusqu'à sa mort d'ailleurs, et qui m'avait dit, il ne faut pas faire de cinéma, il faut amener un petit peu d'argent quand même, et il faut regarder où il est. Donc, ce que je faisais, je regardais sur les grosses masses d'abord s'il y restait un petit peu, et puis ensuite je regardais sur des plus petits budgets, le budget de la culture, il y avait toujours quelque chose qui restait, ou le budget des sports, etc. Et c'est comme ça que j'ai procédé. Voilà. Sinon, les FISAC, ça c'est complètement de mon action personnelle, et j'en ai obtenu beaucoup. Vous savez que c'est les aides à l'action des artisanales et du commerce. Et puis, j'ai obtenu aussi un certain nombre de DDR et de DETR, qui sont des dotations pour les territoires ruraux. J'ai réussi aussi à créer, ça je suis le seul député à l'avoir fait, parce que je souffrais ici, comme on est sur un territoire de grande tradition associative, qu'on ne puisse jamais donner un coup de main à une association sportive, culturelle, tout ce que vous voulez, parce que c'était interdit. Donc j'ai fait procéder à une petite modification, qui a d'ailleurs été toute simple, je pensais que j'aurais beaucoup de mal, et du coup ça a servi aussi à d'autres députés, et ça a permis de financer un certain nombre d'associations. Alors, ce n'est pas des grosses sommes, mais vous savez que les associations, quand elles sont modestes, mais qu'elles ont vraiment envie de travailler, vous leur attribuez une aide qui leur garantit 1 ou 2 ans de fonctionnement, et vous les lancez.
Donc ça, j'ai pu le faire aussi et j'ai pu le réussir. Vous avez une multitude de groupes de travail, de réunions dans lesquels il faut être, parce que si vous n'y êtes pas au départ, vous n'y êtes pas à l'arrivée et vous n'avez pas de poids ensuite pour peser. Ensuite, vous avez toutes les démarches qu'on vous demande de faire, que vous demandent de faire tous les organismes nationaux. Je pense, puisque je parle de ruralité, la Chambre nationale, la Fédération nationale des chambres d'agriculture, mais aussi des syndicats agricoles, des syndicats ouvriers, des syndicats d'enseignants. Et comme ils savaient que j'étais sensible à tous ces sujets, j'ai eu une multitude de réunions avec eux. Ensuite, si vous voulez vous intéresser à une loi, il vaut mieux savoir quand même ce qu'il y a dedans. Donc, il faut rencontrer un certain nombre d'experts qui se tiennent à votre disposition. Soit c'est des experts de l'Assemblée, soit c'est des experts extérieurs que vous écoutez. Alors, moi, j'ai fait ce dernier débat en tant que député non inscrit. Alors, je pensais que ça allait être une énorme tare de ne pas être inscrit à un groupe, parce que bien sûr, quand on est dans un groupe, c'est beaucoup plus facile. J'ai connu 2 mandats, le premier dans un groupe et le second sans être dans un groupe. Dans un groupe, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez, comme au Conseil général, vous avez des gens qui préparent un petit peu le travail, qui vous réfléchissent, qui vous donnent quelques indices, mais c'est beaucoup plus perfectionné parce que l'Assemblée nationale est quand même une bonne mère, elle met le paquet au service des députés. Si vous êtes député non inscrit, vous ne disposez pas de ces moyens-là. Mais par contre, vous disposez d'une liberté totale et absolue qui, moi, me convenait très très bien. Donc, j'ai été député dans les 2 formes et je peux vous assurer que si vous en donnez la peine, si vous avez autour de vous des collaborateurs qui suivent, qui voient les débats venir à l'avance, qui vous inscrivent suffisamment à l'avance pour que vous puissiez parler, pour que vous puissiez déposer des amendements, pour que vous puissiez participer à la discussion générale, eh bien, vous pouvez parler comme les autres députés, mais surtout, vous êtes libre de faire. Donc, tout ceci pour dire que je n'ai pas tout voté sous Sarkozy, j'ai voté ce qui me paraissait être bon, le phénomène de financiarisation qu'il n'a pas pu maîtriser, mais en avait-il les outils, et le nouveau président en aura-t-il les outils? C'est une des grandes questions de notre temps. Je pense que pour l'instant, on ne l'a pas, parce qu'on ne l'a plus dans un grand pays comme la France, et l'Europe n'est malheureusement pas équipée pour pouvoir prendre des responsabilités de ce genre. Donc on est un peu en pilotage à vue. Et le deuxième point qui va avec, c'est la technostructure, la technocratie, c'est-à-dire les très hauts fonctionnaires, sans contrôle, qui ont pris le pouvoir à Bercy, mais qui ont pris le pouvoir dans le syndicat, dans le comité national de la magistrature, qui ont pris le pouvoir dans toutes les grandes directions, et c'est eux, en fait, qui pilotent véritablement le vaisseau France. Alors, eux, ils ne changent pas, ou très peu, et s'ils changent, ils ne se font pas de mal, c'est-à-dire que s'il faut en changer un qui a été très en vue, on se débrouille pour qu'il soit nommé préfet quelque part, donc ils ne se font pas de mal. Et ils sont, par contre, ils font une attention énorme à leur provenance. Il faut qu'il y en ait tant qui viennent de l'école des mines, il y en a tant qui viennent de l'école de l'ENA, il y en a tant qui viennent de l'école nationale, etc. Bon, de Sciences Po, bon, oui, aussi. Et donc, ils sont réglés comme des papiers musique. Et c'est eux qui font le plan, quelque part. Avant, il y avait un commissariat au plan, où il y avait une prospection, mais c'était placé sous l'autorité d'un ministre et d'un élu. Et maintenant, ces équipes-là, Paris et Bruxelles, qui sont d'ailleurs en très grande relation et qui préparent tout. Voilà. Et en fait, les lois qu'on croit voter, ou que le président croit voter, ou que les ministres croient voter, sont inspirées uniquement par, finalement, cette organisation qui est en place. C'est 2 très grands fléaux pour un pays moderne et pour un ensemble moderne comme l'Europe, mais rassurez-vous, il n'y a pas que nous, mais bon, on est là pour parler surtout de nous. Ce qui explique d'ailleurs un certain nombre d'erreurs
qui ont coûté cher au président sortant. Moi, je lui avais dit un jour, ton problème, c'est que tu as surtout fait Paris-Neuilly et Neuilly-Paris. Si tu avais été ailleurs, tu verrais qu'il faudrait que tu aies une autre vision du territoire. Mais c'est très difficile de lutter contre ça. Très difficile. Il n'y a que des présidents, à ma connaissance, qui ont pu y lutter. De Gaulle, parce que De Gaulle, il envoyait péter tout le monde, si ça n'en convenait pas, et puis après ils allaient se promener. Mais il pouvait se le permettre. Il avait libéré la France, il était resté 13 ans à colomber les deux églises, il avait maté les généraux qui voulaient faire un putsch, enfin il avait tout fait. Donc lui, bon. Et l'autre, ça a été Mitterrand. Mitterrand, quand il a voulu faire la décentralisation, allait voir Deferre, qui était encore plus têtu et obstiné, et Deferre a dit, écoutez, que ça vous plaise ou pas, moi je veux faire ça, vous me préparez plus à la ligne. C'est comme ça qu'on a fait de la décentralisation. À ma connaissance, c'est les deux seuls présidents qui ne se sont pas laissés prendre par cette espèce de sable mouvant où ils se sont enfoncés. Tous les autres, et malheureusement, Sarkozy, c'est ce qu'il a abattu, parce qu'il a voulu, mais il ne l'a pas fait. Donc il ne les a pas touchés suffisamment, par contre il les a piqués, et on dit dans ce domaine-là, il ne faut pas piquer, il faut tuer. Et malheureusement, il n'a pas pu le faire, et eux, ils se sont chargés de lui. Voilà. Si je suis de nouveau, si je suis élu, autant que je traite ce sujet tout de suite, j'ai la ferme intention d'avoir la même attitude. Et indépendamment des considérations politiques et politiciennes que Lémy a abordées, parce que nous en avons longuement parlé, et il a eu raison de dire, effectivement, la nature des discussions que nous avions eues. Alors j'y répondrai, moi, si vous avez des questions, sinon je ne vais pas vous bastiner avec ça. Si je suis élu, d'abord, je me considère comme un citoyen français, premièrement. Ensuite, j'ai l'immense bonheur d'être député. Et c'est un très grand honneur dans la vie d'un homme, et je le mesure. Et troisièmement, je suis un patriote français. Je me considère, ça fait peut-être désuet de dire ça, mais je me considère comme un patriote français. Donc, tout ce que je pourrais faire pour aider mon pays, qui n'est pas sorti de la crise, parce qu'il ne faut pas croire que la crise s'est arrêtée le 6 mai 2012 à 20h. La crise est là, elle est extrêmement profonde. Je pourrais répondre à vos questions tout à l'heure si vous voulez. Je sais en grande partie à quoi elle est due, même si elle est multiple, multiforme, etc. Mais je sais quand même ce qu'il en est. Et les textes et les projets de loi que déposera l'équipe du président de la République, qui vient d'être élu par le peuple français, eh bien, s'ils vont dans le sens de ce qui me semble, et j'ai quand même un petit peu d'expérience, si on n'a pas acquis d'expérience à 57 ans, il faut faire autre chose que la politique, eh bien, je les voterai. Sans aucun état d'âme, je les discuterai, mais je les voterai. Et ce qui n'ira pas dans le sens qui me semble bon, je ne le voterai pas, mais j'expliquerai aussi pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle je pense que tout ça, ça peut dédramatiser beaucoup, parce qu'on a besoin de dédramatiser. Ça peut apaiser un petit peu ceux qui ne savent pas. Vous savez que la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si on fait une majorité pour le président, ou si on fait en sorte que la gauche n'ait pas tous les pouvoirs, et par conséquent, si on se lance vers une cohabitation. Moi, je dis, tout ça, c'est pas à moi de choisir, chacun son boulot. Moi, je vais faire campagne, faire mon boulot, mais ensuite, c'est le peuple qui va trancher. Et le peuple dira ce qu'il veut faire. Il y en a beaucoup qui découvrent et qui n'en reviennent pas, parce qu'on ait pu mettre des territoires pareils. Alors, c'est facile en politique, on peut toujours parler de tout. Et c'est surtout facile, quand on n'est pas aux affaires, de critiquer. Mais ensuite, quand on y est, c'est un petit peu plus difficile. Et nous avons tous les deux, nous partageons ce même sentiment. Très sincèrement, il a les moyens de faire ce qu'il fera, et l'effet, c'est assez étonnant, mais c'est que dans ce territoire, il y a une concentration de talents que l'on ne retrouve pas partout ailleurs, et croyez-moi, je commence à connaître la France. Alors, je ne veux pas dire, mais Monsieur le maire, il y a autour de cette table 3 parlementaires
en puissance. Ensuite, les hasards de la vie, etc., font qu'ils le deviennent ou qu'ils ne le deviennent pas, ça c'est une autre affaire, mais ce n'est pas partout que vous avez ce genre de concentration. Donc c'est l'engagement au service d'un territoire. Quand on est très engagé, on n'a pas besoin de monter sur les toits pour le hurler et pour le crier. Et vous voyez d'ailleurs la manière dont se présente Barthélemy, et pourtant ce qu'il a fait, la puissance qu'il représente aujourd'hui, son savoir-faire, bon, pas la peine d'en rajouter. Il est là et il est reconnu bien au-delà du Pays Basque. J'ai fait 40 départements en campagne électorale présidentielle pour François Bayrou. Je n'en ai pas trouvé un seul où on ne m'ait pas parlé de lui. Tantôt sur le plan politique, mais surtout pour son engagement professionnel et son savoir-faire sur les coopératives et sur la coopérative qui est d'ailleurs un moyen d'organiser la vie professionnelle que j'aime beaucoup parce qu'elle responsabilise, elle conscientise ceux qui vraiment y participent et sont dedans. Donc on se trouve parfaitement à l'aise, on n'a pas besoin de réfléchir sans ce temps pour savoir ce qu'on va faire. On a tous les deux cette même intuition, cette même manière de voir les choses. Alors maintenant, et pour terminer, les combats que j'ai menés sur la circonscription, c'est surtout la défense des services publics. Alors ça, je mets au défi n'importe quel autre candidat ou député ou même parlementaire sortant d'en avoir fait autant que j'ai fait. Je n'ai pas tout réussi, mais j'ai quand même beaucoup réussi. Et dans une période de crise aussi épouvantable que celle que nous venons de vivre, parce que ça c'est une vraie crise, eh bien, il n'y a pas eu trop de casse, ni trop de drames. Je n'ai pas tout réussi. J'ai malheureusement pas pu empêcher 2 écoles qui me sont restées sur l'estomac et mon engagement a fait que j'ai mis les élus un petit peu en difficulté chez eux. Mais moi je pose toujours la question. Je dis aux maires comme aux parents d'élèves, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est uniquement marquer une petite protestation pour montrer que, ou alors est-ce que c'est une grosse bagarre? Voilà. Et on sait ce que c'est les grosses bagarres. Marthe, qui est ici, ma première adjointe depuis 1960, très longtemps, non, elle n'avait pas été première adjointe au premier mandat, mais quand même assez vite après, je sais, pour défendre l'école de Lourdios, on a fait ça pendant des années. Et c'est très dur de garder une cohérence dans un conseil municipal et parmi les parents d'élèves. J'ai mené une bataille, je crois, unique en son genre, hein, et pas uniquement à cause de ma grève de la faim, pour maintenir les entreprises. J'ai été associé régulièrement au développement des grandes entreprises loronnaises, parce que Messier et Lint, c'est quand même de très gros morceaux, mais il y a aussi Fédéral Module, il y a aussi PCC au jeu, c'est de très grandes sociétés, 4000 emplois, où on ne vous paye pas à coup de fronde. Hein. C'est des emplois de haut niveau, et c'est une très grande chance, ça fait d'Oloron le bassin industriel le plus puissant, non seulement du département, mais aussi de l'ensemble des Pyrénées à ce jour. Voilà. J'ai répondu à l'appel lorsqu'on a eu besoin de moi au Pays Basque, ça a été le cas à Hasparren, et parce que c'est une originalité du Pays Basque, lorsqu'un certain nombre d'entreprises qui sont organisées dans la transformation des produits agricoles ou de la vulgarisation ont eu besoin de leurs députés pour telle ou telle raison. J'ai toujours donné suite et d'ailleurs la plupart du temps trouvé des résultats. Et le Pays Basque est admirable en cela parce qu'il a créé des entreprises qui ont gardé au Pays Basque la richesse de la transformation et qui ont créé les emplois que cette richesse induisait. Voilà. Et ça, c'est à mettre vraiment à leur compte. Et ce n'est pas un hasard, tout à fait, si Saint-Palais est aujourd'hui un lieu où le jour où nous devions faire notre photo de campagne, il était impossible de se garer
tellement il y avait de monde partout. Et les gens n'étaient pas là pour moi, puisqu'ils ne savaient pas que j'y allais. Ils n'étaient pas là pour Barthélemy, puisqu'ils ne savaient pas qu'il y était non plus. Donc ils étaient là parce que c'était normal, parce qu'il y avait une activité considérable. Voilà. Ça a été quelque chose d'énorme. D'ailleurs, on est tombé sur une copine qui s'était lancée sur moi, alors que tout le monde était énervé, en me disant « Ah, Jean, mon Dieu, heureusement que tu es là. J'ai perdu mon mari, il a disparu, il a disparu, il a disparu. Mon Dieu, il faudrait que tu m'aides à le trouver, etc., etc. » Et moi, j'avais tous les photographes qui m'attendaient, Barthélemy dans un coin, la stagiaire de l'autre, avec un autre photographe. Tout le monde était en état. Et alors Barthélemy s'est approché de cette femme, et il faut dire qu'il m'en a libéré. Il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » Mon mari a disparu, mon mari a disparu. Et bien, il a disparu parce qu'il en avait marre de toi. Il a dit, il faut le camp, il doit être quelque part. Et il a dit où il était. Oui, et il doit être chez ton frère, chez son frère, je ne sais pas. Et alors, oh mon Dieu, du coup elle a été calmée, et elle a dit, t'en fais pas, je te trouve ton mari. Voilà. Et puis comme ça, on a pu se libérer immédiatement. Voilà donc ce qui s'est passé. L'après-midi, elle m'a rappelé à 2 heures en disant, effectivement, Lévi, tu avais raison, il était chez son frère. Et je suis bien contente d'être seul, parce que de temps en temps, ça fait du bien de se retrouver quand même un peu tranquille en dehors de son conjoint. J'ai eu un combat incessant sur les services publics, je l'ai dit, mais je vais simplement le répéter, et sur les moyens des territoires. Mon grand regret, c'est qu'on n'en ait pas plus parlé au niveau de la dernière campagne présidentielle. Moi-même, je n'y suis pas arrivé avec François Bayrou, pourtant je lui disais, c'est un problème qui touche énormément de monde, pas uniquement en population, parce que comme l'a dit Lémi, la population elle n'est pas énorme, mais par les répercussions que ça a, parce que tout le monde a des parents à la ville, donc ça touche quand même beaucoup de gens. Enfin, et à ce niveau-là, j'ai créé 2 associations nationales qui ont eu et qui auront beaucoup de succès. La première, c'est Campagne de France, grande cause nationale. En quelques mois, on a enregistré je ne sais pas combien de milliers de communes qui se sont inscrites, et j'ai créé une autre organisation nationale, c'est Des racines et des hommes protégés sans interdire. Et ça aussi, ça a eu un succès national, donc il y a le site internet pour éventuellement voir tout ça. Donc j'ai eu quand même un certain engagement à ce niveau-là. Ce qui est dans les tiroirs, c'est beaucoup plus grave que ça, parce que c'est dans le département la création de 3 intercommunalités à terme. Et à terme, c'est très vite. Alors je pense que Hollande, qui est quand même élu d'un territoire rural, la Corrèze, fera gaffe, mais c'est de créer une communauté de communes pour Bayonne, et on y mettra, et le Pays Basque, on y mettra 2 cantons béarnais, pour ne pas que ce soit tout à fait le département basque, une communauté de communes pour Pau et le nord-est du Béarn, et il y aura une communauté de communes pour Mourenx, Lac et Oloron. Pointe à la ligne. Voilà les 3 communautés de communes telles qu'elles sont dans les tiroirs et dans les cartons. Mais quelle est la conséquence de l'affaire? C'est pas du tout ça. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Ce qu'on veut faire, c'est supprimer les 25 000 communes de moins de 1000 habitants en France, parce qu'on s'est mis en tête que c'était elle qui coûtait cher. Voilà. Comme si le fait d'enlever 500 000 conseillers municipaux élus au suffrage universel et qui touchent que dalle, et qui le font ça uniquement par amour et, comment je dirais, par conscience, parce qu'ils aiment leur pays, ou parce que papa l'avait été avant eux, ou parce qu'ils sont nouveaux venus et qu'ils veulent s'intégrer, eh bien, comme si ça avait un sens de supprimer cela. Et si on n'y remédie pas, ces 25 000 communes vont voter leurs conseils municipaux pour la dernière fois en 2014. En 2020, sur ces 25 000 communes, on élira un maire et on élira un délégué pour la communauté de communes. Alors là, je vous dis bonjour, parce qu'avec un système comme ça, même 2 frères jumeaux se disputeront, parce que l'un, il aura la légitimité communale, et l'autre, la légitimité de la communauté de communes. Ça ne peut pas fonctionner, bien entendu. Mais vous avez vu, j'ai parlé beaucoup, mais j'ai dit quand même aussi des choses peut-être intéressantes. Oui, très bien. Allez,